Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie, l'émission qui lutte contre la pormanovisation de la société. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va, c'est génial comme nouveau slogan, c'est parfait. Je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, mais bon, qu'ils aillent se faire. On va commencer aujourd'hui avec le grand cirque républicain qui s'emballe depuis 1 an et demi avec l'enchaînement de premiers ministres et plus récemment la démission du nouveau premier ministre Sébastien Lecornu 24 heures après la nomination de son gouvernement, puis sa renomination au même poste quelques jours plus tard. Moi je m'en bats un peu les couilles de ces histoires-là, mais je me renseigne pour vous les gars, parce que c'est tellement un énorme cirque à la con que... Mais justement, on va en parler, mais on va voir quelles conclusions on peut en tirer, c'est intéressant quand même. Ouais, bah, j'ai hâte de voir ce que tu as à dire justement. Et on va ensuite enchaîner avec l'entrée au Panthéon de celui qui a marxisé la justice française, Robert Badinter. Ça fait moins sourire quand même. Bah, après, tu sais, le Panthéon, enfin moi je trouve qu'il a sa place là-bas. On va en parler aussi, mais bon. Très bonne analyse. Puis on réagira à une vidéo mythique qui tourne en ce moment, je sais pas si tu l'as vu, de la maire du 8e arrondissement de Paris à Jeanne Oui, non mais elle est... Je l'ai vu, j'avais un pote chez moi à la maison, là. Je l'ai vu et je me suis dit, mais non mais elle est complètement... Elle se rend pas compte, je pense. Là, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit parce que c'est une boumeuse et tout. Elle se rend pas compte que là, pour Internet, ce qu'elle donne là, c'est de l'or. Tu vois ce que je veux dire? C'est du caviar là. Ah bah, elle est dans son monde. Ah non, mais gros, elle est hors sol, mais complètement. Elle est palade complètement. En plus, elle parle trop de façon trop bizarre. Enfin bref, tu vas la montrer cette vidéo? Ouais, on va la regarder tout à l'heure. Ok. Pour ceux qui sont pas au courant, elle justifie 990 € par mois que chaque maire de France peut utiliser comme il veut. Ouais, puis en tout, ça fait 35 000 balles ou je sais plus combien en un an de fringues. C'est exceptionnel. Et ceci pendant qu'une nouvelle étude nous rapporte que la moitié des dirigeants de petites entreprises en France se versent des salaires inférieurs au SMIC. Ouais. Et on va aussi vous parler d'une jeune, et ça je pense que ça va t'intéresser ce genre de sujet sur la responsabilisation des jeunes, qui se voit interdire de poursuivre son cursus en lycée professionnel à cause de la limite d'âge pour l'utilisation de machines à coudre. Ça, c'est fou quand même. Et puis si on a le temps, on réagira à un ou deux autres extraits vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que les casquettes du Guise sont disponibles sur leguise.com. Retrouvez la casquette en hommage au général Pinochet et ses vols d'hélicoptère. Je vous laisserai vous renseigner par vous-même pour ne pas faire sauter la chaîne. Sans oublier le classique serpent libertarien, ainsi qu'évidemment une casquette Radio Dixie et une autre Les Méchants Capitalistes. Elles sont toutes disponibles en différents coloris sélectionnés par mes soins pour tout juste 25 €, dont je vous garantis que 0 sont reversés à la République socialiste française. C'est sur leguise.com. Et comme d'habitude, pour terminer, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon pour me soutenir et pour avoir accès à du contenu exclusif. Depuis la dernière fois, je vous ai posté 2 épisodes du podcast Les Méchants Capitalistes. Un avec Johan de DOS de France, qui nous a notamment expliqué pourquoi l'augmentation de la flat tax est un truc d'énorme fils de... Et un autre avec Ben de Partageons nos idées, qui nous a présenté ce village de Français, d'irréductibles Gaulois qui s'organisent depuis quelque temps en milice citoyenne pour se protéger des délinquants face à l'inefficacité de l'État. Tout ça, c'est sur patreon.com/leguise. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Pareil, pas mal de choses qui sont arrivées sur Patreon. Je me rappelle plus, au dernier épisode, j'avais dit, mais il y avait le vlog avec Pierre qui était sorti. Il y a un nouveau No Country for Walkman qui est sorti, celui de la rentrée avec la nouvelle direction artistique. J'ai mis littéralement des heures, c'est-à-dire des soirées entières à refaire parce qu'en fait, j'ai fait toute une série d'intros pour chaque sujet, faites en animation IA, tu sais, avec des musiques et tout. Bref, ça a été vraiment des heures et des heures de boulot. C'est vrai. Ça rend bien, tu vois. Ça rend bien. Mais c'est vrai que tu t'imagines pas que ça prend vraiment des heures et tout, quoi. C'est des jingles et tout. Bref, en tout cas, le nouvel épisode qui est à mourir de rire. En tout cas, même moi, en le montant, j'en pouvais plus, tu vois. C'est de pire en pire ce podcast. Est-ce que c'est diffusable sur YouTube ou non? Ah Uniquement non, sur non, Patreon. c'est Ouais. impossible. Mais impossible. Ouais. C'est terrible. Ouais. On fait des compiles, tu sais, qu'on met sur YouTube, mais non, il y a des choses qui sont. Enfin, ouais, bref. Je peux même pas parler des sujets et tout. Rien n'est montrable. C'est vraiment le pire truc. Ah ouais, c'est vraiment le podcast prison. Et
Après, il y a aussi une petite vidéo bonus que j'ai postée parce qu'il y a Clément, donc qui est un des gars d'un de mes potes qui fait No Country for Walkmen avec moi, que les gens aiment bien sur mon Patreon, qui était au Texas. Et on a fait une petite vidéo où en fait lui et son frère, je leur fais tester les pires snacks possibles que j'ai trouvé au Texas, tous les trucs vraiment chelous et tout, tu vois. Et donc voilà, c'était une C'est petite quoi le vidéo truc le plus bonus. chelou? Bah tu sais, il y a genre des barbes à papa au cornichon, des trucs comme What? ça, tu vois. Ouais, ouais, des trucs. C'est des trucs qui font pas non plus l'unanimité. En fait, ça fait pas l'unanimité déjà ici, tu vois. C'est-à-dire que déjà Ça ici, il y a existe. quand même une bonne partie des gens qui trouvent ça dégueulasse, tu vois. Donc c'est pour dire. Parce que moi, je parle toujours des trucs bons, tu sais, de la bonne bouffe ici, des bons trucs et tout. Là, je leur ai montré le côté moins bon, tu vois. Donc c'était Parfait. intéressant. Il y a eu des bonnes surprises et puis pas que, tu vois. Il y a eu des sodas au bacon et tout. Enfin, il y a eu un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi. America. Ouais, tout ça c'est visible sur Patreon. Et puis sinon, bah, toujours le Texas Jerky, toujours disponible, le bœuf et le porc. Donc vous avez les deux goûts de bœuf, le sweet and smoky, le smoky and spicy. Et vous avez le porc barbecue façon pulled pork qui fait un carton que les gens adorent. Ça a été ah ouais, ouais. Là pour le coup, ça a été une vraie réussite. On a eu des milliers de commandes, les gens ont vraiment beaucoup aimé. Le truc c'est que le porc est encore plus protéiné que le bœuf, c'est 66% de protéines, donc c'est vraiment le snack le plus protéiné du marché. C'est vraiment le meilleur snack protéiné du marché pour que ce soit que vous preniez ça 66% de comme un protéines. snack pour le goût comme ça ou pour le sport. Enfin, c'est vraiment une bonne idée parce que moi j'ai beaucoup de sportifs qui m'écrivent en me disant mais franchement maintenant j'achète ça, c'est génial parce que c'est hyper pratique. C'est vrai que c'est pratique parce que comme ça se conserve super bien, tu prends le sac, tu le fous dans ton sac de sport n'importe où, tu le laisses dans la bagnole. Comme c'est déshydraté, ça bouge pas en fait. Tu sais les barres protéinées, tous ces trucs là, les shakers et tout, ça tourne en fait. Tu sais, ça fond, ça tourne et tout. Mais ça non, ça tu peux le laisser dans la bagnole jour et nuit, même si ça chauffe, ça change rien en fait. Putain, c'est C'est génial. déshydraté complètement. Et je Donc pense du que c'est coup, moins écœurant que les protéines. bah, déjà c'est bon au niveau du goût. Bah, après, il faut aimer la viande séchée, mais je veux dire, c'est bon au niveau du goût. C'est facile à manger. Et comme c'est très concentré en protéines, tu dois en manger que des petites doses en fait. Quand tu as 66% de protéines sur 100 grammes, tu vois, bah, en fait, le paquet, tu peux le manger en 3 fois ou en 4 fois, tu vois, Attends, t'es juste en pour train de me avoir dire tout que tu apport as de protéines à chaque fois. 66 grammes de protéines dans le paquet? Sur un paquet, ouais. Ouais, sur le pulled C'est pork. énorme. Ouais, ouais. C'est Et énorme. t'as aucun sucre quasiment. Enfin voilà, t'as très peu de sel pour le jerky parce que c'est ça aussi. Tout ce qui est bœuf séché et tout, généralement c'est très salé. Et nous, on a une dose de sel qui est très réduite. Donc c'est moins salé que la plupart des charcuteries ou quoi. Donc non. Et puis c'est surtout, c'est entièrement naturel, sans conservateur, sans arôme artificiel, entièrement artisanal. Donc c'est vraiment. Tu compares. J'avais fait une petite vidéo où je comparais à une barre protéinée. C'est incomparable. Il y a que des avantages comparé à ça. Après, c'est une question de goût Cool. aussi, mais donc J'en voilà, veux, mais voilà, au c'est Paraguay, je disponible pense que sur c'est compliqué. jerkytexas.fr. Non, on livre pas au Paraguay, mais jerkytexas.fr, voilà, c'est disponible. Allez-y, ruez-vous. Génial. Il y avait d'autres choses, mec? Tombola d'octobre, non, la tombola d'automne de chasseautexas.com. Vous savez que Ah oui. à toutes les saisons, donc 4 fois par an, on fait une tombola où on fait gagner un voyage au Texas pour deux avec 2000 euros d'activité au choix. Donc c'est un voyage au Texas avec billets, logement inclus et 2000 euros d'activité au choix sur notre catalogue. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de faire un don de 25 $ sur la cagnotte de SOS Maman Solo. C'est mon association qui vient en aide aux femmes enceintes en difficulté. Vous avez le lien en description là, de la rediff. Donc chaque don de 25 $ est une participation. N'oubliez pas de ne pas mettre de dons en anonyme. Si vous voulez participer au concours, il faut qu'il y ait votre nom. Si vous voulez participer plusieurs fois, il faut faire plusieurs dons séparés de 25 $. Ne faites pas de dons de 50 ou de 75 $ ou de 100 $. Vraiment, faites bien des dons séparés de 25 $. Si jamais ça ne marche pas, n'oubliez pas, vous changez simplement de navigateur. Et le tirage au sort aura lieu le 26 octobre. Donc voilà, on a déjà eu tous nos gagnants. J'en ai déjà reçu un d'ailleurs, un des premiers gagnants des tombolas là, qui est venu en voyage, qui a adoré son voyage. Donc voilà, on a un gagnant par saison. Finalement, sur le nombre de personnes qui participent, ça vous laisse une vraie chance de gagner. Parce que c'est pas, tu sais, les jeux concours, souvent tu vas avoir des milliers et des milliers de participants. Nous, non, en fait, on n'a que quelques centaines de participants. Donc tu as une vraie chance de gagner. Et pour 25 $, tu peux gagner quand même un gros voyage. Et en plus, tu fais une bonne action, quoi. C'est-à-dire que nous, derrière SOS Maman Solo, ça avance beaucoup. On a notre porte-parole qui a commencé à venir un petit peu sur toutes les émissions. Donc là, ça avance vraiment. On a plusieurs centaines de bénévoles sur la France et tout. On est en train de recruter dans les quelques départements qui nous manquent. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine émission. Mais voilà, derrière, pour les gens qui sont pas forcément à même de nous faire un don quoi, là, c'est pas juste un don en l'air parce que vous avez quand même une vraie chance de gagner un voyage. Donc, je le redis, vous avez la cagnotte de SOS Maman Solo en description. C'est en cours, vous pouvez jouer et c'est jusqu'au 26 octobre. Donc, allez-y.
n'hésitez pas. Et puis faites jouer votre femme, faites jouer votre pote, faites jouer vos parents. Vous faites tous une bonne action et puis c'est d'autant plus de chances de remporter le gros lot, quoi. Parfait. Bah écoute, génial, ça en fait des choses. Tu as une vie bien remplie, mon Baptiste. Eh Est-ce oui. que tu veux commencer à la première actu? Allez, let's go. Alors, ça fait bien trop longtemps que la France est soumise au cirque républicain, mais depuis 1 an et demi, on a atteint un niveau de mascarade assez impressionnant. Tout commence l'année dernière, en juin 2024, le Rassemblement national remporte les élections européennes et Macron, face à ce désaveu et pour contrer cette montée de l'extrême droite, propose de nouvelles élections législatives. Quelle erreur! Paris perdu, le RN fait de très bons résultats aussi aux législatives, mais surtout Macron perd sa majorité relative et ne peut plus gouverner s'il ne s'allie pas avec d'autres forces politiques. Ainsi, il décide en septembre 2024 de regarder à sa droite et nomme Michel Barnier Premier ministre. Nouveau pari perdu, Barnier est censuré par l'Assemblée nationale et bat un record en partant après tout juste 99 jours. Macron, après cette défaite, en tentant de s'allier à droite et ne pouvant pas s'allier à une gauche qui refuse tout compromis, va en décembre 2024 dans l'impasse nommé Premier ministre le centriste par excellence François Bayrou. Le résultat est identique. Au bout de quelques mois, voyant la censure arriver, Bayrou anticipe en proposant un vote de confiance, vote qu'il perdra il y a tout juste un mois en septembre dernier. C'est ainsi que Macron a dû nommer un nouveau Premier ministre du nom de Sébastien Lecornu. Quel homme ce Sébastien Lecornu, quelle Ah ouais, prestance. le sauveur Issu de la France. Le issu de son... cornu. Nous voilà. à l'enfer. Issu de son propre parti, mais après avoir annoncé la composition de son nouveau gouvernement, sous le feu des critiques et comprenant qu'il ne pourra éviter la censure, Sébastien Lecornu bat un nouveau record en démissionnant tout juste 24 heures après Oh l'annonce de son gouvernement. non. Quel dommage. Ce lundi 6 octobre, donc cette semaine, mais personne ne voulant de ce siège éjectable de Premier ministre. Par devoir et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, Sébastien Lecornu a accepté quelques jours plus tard d'être renommé Premier ministre ce vendredi 10 octobre. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ce cirque, Baptiste? Bon, moi, après, moi, ça me fait marrer, mais ce qu'il faut vraiment penser, regardez là. Donc, tu as dit ça a commencé il y a combien de temps Il y là, a tout un ce an et cirque 4 mois, exactement. Voilà. Donc, il y a eu combien de premiers ministres là? Il y en a eu 4, c'est ça, en gros. Ouais, Si on compte le cornu. Voilà. ouais. Est-ce que vous avez vu une différence? C'est ça en fait qu'il faut se dire. C'est qu'il y ait un Premier ministre de droite, de gauche, centriste, que ce soit le cornu, et véritablement, ça n'a. Et même quand il n'y en a pas, comme là, à l'heure actuelle, y a-t-il une différence dans vos vies? Aucune. Ça ne fait aucune différence. C'est un cirque. Tout ça, c'est du roupie de Sansonnet. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Non, mais c'est vrai, en fait. On fait semblant, tu vois. Oh, il faut que je fasse un gouvernement. Mais vous avez vu, depuis le début du mandat Macron, tous les gouvernements qu'il y a eu, là, je parle même pas il y a un an et demi, je parle depuis le début de Macron. Vous avez vu n'importe quelle différence de politique avec tous ces gouvernements? Aucune. Aucune, c'est la même chose. Ça ne change rien. Et même quand ils sont pas là, ça change rien. Même quand il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministre, ça ne change rien du tout. Rien. Ne rentrez pas dans ce cirque à croire que. Parce que, genre, ouais, forcément, le mec, il a tout fait. Macron, il a tout fait pour éviter de prendre un Premier ministre du Front National. Parce que c'est quand même assez marrant quand il pense. C'est que, tu l'as dit toi-même, personne ne veut de ce siège. Si, t'as l'Assemblée nationale qui font des grands signes, genre, moi, je suis démarqué, tu sais. Il y a vraiment. Ils sont super chauds, mais non, tu sais, il fait vraiment semblant de ne pas les voir, tu sais. Il fait ah merde, personne ne veut de. Bon, bah alors personne ne veut être ministre. D'un côté, t'as genre LFI qui sont là, bah si, nous. Et de l'autre côté, t'as le RN qui sont là, bah nous. Et lui, il est comme ça, tu sais. Ah, personne. Bon, bah alors, merde. Alors. Il veut Ah, pas mais des gars, extrêmes. oui, Après, est-ce que que tu il veut penses pas, que il pour veut le, pas de tu penses que quelqu'un pour qui le, change sa je pense que politique en réalité. le RN, ils doivent avoir cette position forcément parce que sinon, ils ne seraient pas légitimes. Mais tu penses qu'ils ont vraiment envie de gouverner juste avant les présidentielles? Je sais pas, franchement, je Parce sais qu'en pas ce parce qui qu'en- se passe dans parce leur qu'en- parce qu'en tête. fait, la théorie derrière ça, c'est qu'en réalité, le RN, ça les arrange bien de ne pas être au pouvoir. Comme ça, ils se positionnent en opposition au moment des présidentielles. Parce que Oui, là, oui, ils oui, mettent les c'est pieds dans sûr. le plat, ils font de la merde, et ils C'est niquent une possible, chance hein. de gagner C'est la possible présidence. aussi, c'est clair. C'est possible aussi. Mais de toute façon, enfin voilà, comme je l'ai dit, ça pourrait être Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça ne changerait rien.
En fait, il C'est vrai. y a rien de changeable. Tu sais, le cap est donné par Macron et puis c'est tout. Ça sera comme ça. Qui décide, c'est Macron et Ursula von der Leyen et puis c'est tout. Tu peux avoir n'importe qui en ministre. Tu sais, ça pourrait être vraiment n'importe qui. C'est du pipeau tout ça. C'est vraiment du pipeau. On continue à nourrir un millier de parlementaires, voilà, tu sais, parce que ça c'est important quand même qu'il y ait bien un Ah bon ouais. millier, parce qu'il y en a un millier, hein, il y a 500, à peu près 500 sénateurs, 500 députés, donc voilà, faut bien les faire vivre, hein, ces gens-là, faut faire genre qu'ils ont un boulot, donc c'est bien. Tous les gens qui nous écoutent là, je vous garantis que vous faites sauter les 500 députés, ça ne change Ah bah, ils aussi changent rien. absolument rien à votre vie. Si, ça fait des économies, je Ça pense, fait il y des a moins de économies, un peu taxes. moins de taxes peut-être, Ouais, ouais. en Moins fait, ça change d'inflation, moins de positivement. taxes. Non, mais évidemment que c'est ridicule d'avoir un millier de parlementaires en France, c'est complètement ridicule, ça Pour n'a voter des aucun lois à sens. la con à longueur de journée qui n'ont ni queue Bien ni tête, sûr. Et puis surtout et et avec des et partis. et Si tu veux vraiment avoir des parlementaires, il faut pas de parti politique. Il faut que les mecs, enfin, ce soit comme le Congrès, etc. C'est-à-dire que les gens et que les parlementaires représentent leurs électeurs et pas mmh. représentent leur parti. Parce que là, du coup, il y a une direction qui est donnée par le parti. On dit non à tout, on dit oui à tout. Mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment. C'est de la guerre de bac à sable, ça. Et nous, on finance. Voilà. On En regarde et gros, on finance. C'est tu ridicule. élis quelqu'un sur ses idées, mais au final, il doit suivre les directives du parti. Après, juste un petit détail, je pense que s'il y a Mais d'ailleurs, je pense t'élis que même pas. Du coup, les gens n'élisent même pas les gens sur leurs idées. Ils les élisent selon le parti, en fait, sur un finalement. parti, ouais, c'est C'est ça, ouais. qu'une guerre de parti, ça n'a aucun sens. Et une question un peu politique, hein, mais un peu technique, mais si le RN, était, au gouvernement, avait un premier ministre RN, je pense que ça se ferait censurer aussi malheureusement. Mais bien sûr, oui, Enfin, oui, heureusement évidemment. ou malheureusement, quoi, on s'en fout, mais je pense que ça se ferait censurer aussi et Évidemment, ça n'irait nulle part. évidemment. Bah, ça n'irait Ouais. nulle part, voilà. Et puis de toute façon, et puis même Macron, il laisserait pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc de toute façon, c'est de la bite tout ça. Tu Macron, tous les jours, il se réveille depuis 1 an et demi et c'est la loose. Tous les jours, il perd. Il gagne aucun pari, Ouais, mais il s'en bat les couilles, lui, en fait. Tu sais, il fait quand même ce qu'il veut. En attendant, il fait toutes les réformes qu'il veut, etc. Parce qu'il a quand même fait passer tout ce qu'il voulait en 49.3, tu vois. Donc en fait, derrière, les mecs, ils se battent et tout. Regarde, par exemple, il dit, toi, tu vas être Premier ministre. Le mec, il dit non. Il fait si. Et du coup, si, il est Premier ministre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vérité, il fait vraiment tout ce qu'il veut, lui. Tu sais, il s'en Ah bat bah les couilles, ouais, parce que hein. sinon, c'est tu sautes, tu fais plus partie du parti, on te met des bâtons dans les roues pour niquer ta carrière Ah, politique, donc tu acceptes bah le ouais, poste ou c'est rien. Et bien puis, sûr. en fait, c'est vraiment un comportement de psychopathe parce que je pense qu'il s'en fout de perdre, il s'en fout de se faire humilier, tant qu'il obtient ce qu'il veut, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, non, non, bien sûr, ouais, c'est ça, il obtient ce qu'il veut. Et puis, les gens revotent pour lui, hein, tu sais, mine de rien. Il a quand même été élu 2 fois, tu vois? Je veux dire, on se foutait de sa gueule déjà, il y avait déjà, tous ces problèmes-là au premier mandat, ça l'a pas empêché de se faire réélire. Donc tu vois, Ouais. quand tu peux vraiment faire ça, quand tu peux pisser sur les gens, tu À ce point-là et que les gens continuent à voter pour toi, qu'est-ce que tu te rends compte ce que c'est là, comment tu galvanisé? Il s'en bat les couilles le mec, hein. Il s'en fout complètement. Mais tu vois, regarde, même si on peut mettre ça en parallèle avec le shutdown qu'on a là ici aux États-Unis en ce moment là, tu sais? En fait, c'est là que tu te rends compte que 80 de ce qui se tourne autour de l'État, en fait, on en a pas besoin, tu vois? Ah oui. Parce qu'en fait, regarde, là, on a un shutdown, personne ne voit aucune différence, tu vois? Ici, ça c'est le 2e shutdown qu'on vit là ces dernières années. Ça n'a aucune incidence dans notre vie de tous les jours. Donc, soi-disant, où il y a plein d'institutions qui tournent pas, bah, faudrait peut-être se demander Tu commencer en à as se poser besoin, des ouais. questions sur, vraiment le voilà, l'intérêt de faire tourner ces institutions parce que quand elles tournent pas, ça change absolument rien, tu vois? La même chose et donc en France, c'est pareil: «Oh, on n'a pas de Premier ministre en ce moment». Bon et alors, ça a l'air de bien se passer quand même, tu vois? Donc peut-être que finalement, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Gros, la dernière fois, attends, mais j'ai cru que c'était une blague. Mon pote, il me lisait les intitulés des ministères, là. Mais tu sais qu'il y a des trucs de fou maintenant, hein. Ministre des forêts. Il y a vraiment ça, Quoi? ça existe. Je te jure que c'est vrai. Il y a ministre, mais il y en avait d'autres. Je m'en rappelle plus, mais il y a des trucs vraiment. Tu as l'impression que tu es dans un sketch. Il y a ministre des forêts, donc ministre des arbres. C'est intéressant, hein. Mais il y a des trucs. Faut relire les intitulés des ministères, mais j'étais mort de rire. Je croyais que c'était des blagues. Il y a vraiment des ministères, tu es en mode ministère des cailloux, tu vois. Ministre, tu vois, ministre des semelles de chaussures. Non, mais vraiment, je En fait, t'assure que c'est hallucinant, quoi. c'est juste pour placer des potes, c'est pas Ah bah là, possible, faut franchement. là, non, mais il y en a 10 fois trop, il y en a 10 fois trop. Tu vois déjà quand tu vois comment, Milei, tu sais, il pétait un câble avec ses ministères et tout, mais alors Ouais, là! ici, il deviendrait fou, la ministre des forêts, gros, Oh putain, l'enfer éc ouais et mini genre, par mini exemple, il y a, ministre il y en fait, a c'est ça, c'est ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. voilà, c'est ça, ministre de la forêt, de la mer et de la pêche. C'est intéressant quand même. Et ça fait 1 mois qu'il avait été nommé donc le cornu et il a pris 1 mois à constituer son gouvernement. Donc ça fait 1 mois en fait qu'il y Ah, a pas ça prend du vraiment de temps, hein. premier ministre, qu'il y a l'ancien gouvernement qui était en latence, qui attendait, qui servait à rien.
C'est quand même assez, Comme assez avant, quoi. exceptionnel. Comme quand ils étaient pas en latence. Ouais. Oh non, ça sert à rien tout Bref, ça. voilà. D'ailleurs, petit fun fact par rapport aux dépenses publiques, je voulais pas en faire un sujet complet parce que ça le méritait pas, mais tu sais que les gros gouvernements, comme les gouvernements français, américains, ils ont des dépenses mécaniques qui augmentent tous les ans naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une Ouais, croissance des dépenses parce que c'est mécanique. Il y a des ouais. nouveaux projets, il y a des projets qui grandissent, ci et ça. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que malgré le fait qu'ils aient économisé des milliards au gouvernement fédéral américain, Ouais. les dépenses en 2025 sont quand même supérieures de 300 millions de dollars par rapport aux dépenses en Tu te rends compte? 2024 du Non, mais gouvernement fédéral américain. tu te rends compte? Ils ont juste réussi en fait à baisser l'augmentation des dépenses. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais mec, C'est c'est des énormes ridicule. C'est bêtes. Ouais. ridicule. T'imagines? Alors nous, je t'en parle même pas, quoi. Tu vois. Nous, ça n'a aucun sens, quoi. En fait, même si tu vas couper des budgets, fermer des trucs à la con, bah, tu as quand même une augmentation mécanique. Tout ce que tu peux faire, c'est Parce que, réduire parce que l'augmentation. je rappelle que aux États-Unis, ils sont 340 millions, mais ils ont moins de parlementaires que nous. Quand même. Quand même. Juste comme ça, pour info. Enfin bref. Voilà, donc vraiment le mieux à faire, c'est faut s'en moquer en fait. Il faut les traiter comme ils sont des clowns. Il faut se moquer d'eux, il faut les humilier, et il faut surtout pas rentrer dans le jeu. Quand je vois sur les réseaux sociaux les gens se battent, oh mais ça c'est un lecteur de LFI, ah mais ça c'est un lecteur du Rennes, arrêtez, franchement arrêtez ce cirque. Vous servez leurs intentions vraiment là, c'est ridicule, tu vois. C'est vraiment ridicule. Donc voilà, nous faut être au-dessus de ça. Vous êtes largement au-dessus de ça, tu vois. Donc faut se moquer d'eux et il faut les traiter comme ils sont. Faut pas rentrer dans leur jeu, quoi. Ouais, c'est un show, on se marre bien et qu'ils aillent tous se faire. Est-ce que tu Voilà, veux c'est passer au ça. prochain sujet? Allez. Alors là, moi, ça m'a un peu énervé quand même ça, même si, comme tu vas nous l'expliquer, il y a quand même une grosse logique derrière tout ça. À l'occasion du 44e anniversaire de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort, Robert Badinter est honoré jeudi 9 octobre 2025 par une entrée au Panthéon. Personnalité majeure du combat pour les droits humains, il a consacré sa vie à faire progresser un droit plus juste et une justice plus humaine, d'après le site du gouvernement. Ouais, non, mais en fait, qu'est-ce que c'est le Panthéon? Le Panthéon, c'est une institution 100% républicaine, hein. C'est C'était vrai. une église avant. C'est une église qu'ils ont profanée et qu'ils ont transformé en lieu de culte républicain à leurs propres idoles, tu vois. Les premières personnes qui ont été enterrées au Panthéon, c'est que des ordures. C'est que des gens qui ont massacré des prêtres, c'est que des tortionnaires. Bah oui, il faut regarder, hein, j'ai oublié les noms, mais c'est que des Putain. mecs de la Révolution qui ont massacré tout le monde, qui ont décapité, qui ont torturé, etc. Donc c'est que des ordures. Donc bon, Badinter, c'est une autre ordure, voilà, c'est intéressant, mais c'est logique aujourd'hui. En gros, il mérite sa euh, place au Panthéon. Bien sûr, et puis surtout, il est dans la filiation totale. Macron, c'est vraiment la filiation totale de Badinter en termes de vision de la justice, etc. Quand il avait enfin, qui regarde les gardes des Sceaux qu'il a élus quand c'était la Black, là, je me rappelle plus de son nom. Tu vois de qui je parle ou Taubira. pas? Taubira, Dupond-Moretti, etc. Là, on est vraiment sur l'école Badinter, tu vois. On est vraiment sur l'école Badinter. Moi, ça me fait rire aussi que les gens qui parlent de la... Vous savez, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de la peine de mort et du fait que c'est un truc de sauvage et de barbare de, de supprimer la peine de mort, que c'est un truc de mec complètement... Justement, que c'est l'inverse de la civilisation. Eh bien... si tu regardes, par exemple, il y a un mec là qui parle en ce moment, justement, ils sont venus chercher son témoignage. C'est le premier gars qui a été, en fait, il a été condamné à la peine de mort en France et donc du coup relaxé grâce à l'abolition de la peine de mort de Badinter, tu vois. Et Ok. finalement, il a fait de la prison, puis aujourd'hui, il est relâché et tout. Je vais te dire, je sais pas, tu connais ce mec-là, non? Attends, le mec, il est C'est passé intéressant. de la peine de mort à être en Ah, liberté bah aujourd'hui. maintenant, il est en libre. Ah non, non, mieux, c'est mieux, c'est marrant que tu le connaisses pas. Mieux. Maintenant, il travaille au CNRS, il est prof. Il s'appelle Philippe Maurice, comme les cigarettes. Et donc, ce mec-là, Philippe Maurice, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un mec qui faisait des braquages Ok. à la base. Un jour, il est tombé sur un veilleur de nuit, il l'a tué. Donc, il a tué littéralement un pauvre mec, un gardien de parking, hein, vraiment un gars, pas un policier armé ou quoi, hein. Donc, il l'a tué, bon voilà. Après, dans une fusillade, il a tué 2 policiers aussi, qui lui courent après. Il a assassiné 2 policiers. Et ensuite, quand il était en prison, il a tué un gardien de prison. Voilà.
Donc ce Quoi? fils de pute, il s'appelle ouais, et vous pouvez le voir et maintenant il l'interview et donc il est au CNRS, il est prof d'histoire médiévale ou je sais pas quoi. Il enseigne aux jeunes et cetera. Il est payé avec l'argent public, et il explique, justement comme quoi en quoi Badinter c'est bien qu'il ait, enlevé la peine de Tu mort, m'étonnes que blabla, c'est les gens bien, viennent enculé. chercher. Voilà. Donc ça Il a c'est ça, c'est le genre de personnes qui ont été, libérées. le mec, il a potentiellement tué 4 pères de famille, il a brisé Ah oui des vies, voilà, brisé bah des c'est familles ça. et là et Ouais. et là et là et là et là et là, on lui paye son salaire avec nos impôts. Voilà, et les gens que les parce que potentiellement tous ces gens sont encore vivants, les familles des gens Ouais. qu'il a massacrés, dans les années 80, bah, voilà, bah, ces gens aujourd'hui, ils le voient à la télé et tout, faire des interviews, il est bien grassouillé, il est content, tu vois? C'est non mais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est C'est l'humiliation des exceptionnel. victimes, l'humiliation constante des victimes au profit des criminels et ça, c'était vraiment la politique Badinter, hein. Badinter, c'était un sale Ouais. gauchiste, vraiment dans le sens, propre du terme, hein, il Marxiste. a parce que, bien sûr, après l'abolition de la peine de mort, il a aussi vraiment libéré à mort les prisons. Il a encouragé tout ce qui était les peines, comment on dit, tu sais, Mmh. alternatives, et Ouais. cetera. Les Travaux réductions de peine, d'intérêt peines alternatives. général. D'ailleurs, tiens, je vais te montrer une petite vidéo à ce sujet-là avant d'enchaîner, Oui, oui, voilà, ouais, tiens, tu peux me avant que montrer. tu enchaînes parce que, en fait, c'est tellement incroyable ce qu'il a fait, ce fils de pute, que, je préférais que vous l'entendiez Ouais. directement, de la bouche, de Hervé Lehmann, l'avocat et ancien juge d'instruction. Vous allez voir, c'est exceptionnel. La première chose qu'il va faire quand il est nommé garde des Sceaux, Oui, c'est pas la suppression de la peine de mort, c'est de vider les prisons. On l'a oublié, mais en juin-juillet 1981, par des grâces et par une loi d'amnistie, 40% des détenus quittent les prisons. Et comment il justifie ça? Quel est... Parce qu'il est contre la prison. Parce que la prison, pour lui, n'a pas de sens. Parce que pour lui, la prison, c'est criminogène. C'est ce que pense la gauche. Hein. La prison est criminogène, donc on vide les prisons. Donc 40% des détenus qui sont libérés en 2 mois, c'est énorme. Ça s'est jamais vu depuis. Hein. Alors, je vous rassure, c'est pas rassurant, mais je vous rassure, c'est une façon de parler. 2 ans après, ils étaient tous revenus en prison. Hein. Vous avez eu une hausse de la délinquance très importante à la suite de ces sorties. Hein. Bah oui, quand vous mettez dehors des dizaines de milliers de délinquants, bah, ça crée de la délinquance. Et puis ils sont revenus en prison. Ils sont revenus en prison peu à peu. Mais c'est important parce que c'est cette conception. Et d'ailleurs, c'est lui qui va ensuite créer l'adaptation, la possibilité d'adapter les peines de prison, c'est-à-dire que c'est lui qui va instaurer la règle selon laquelle lorsque vous êtes condamné à une peine de prison, vous pouvez ne pas aller en prison. Et vous pouvez faire, à l'époque, c'était des travaux d'intérêt général. Aujourd'hui, oui, c'est lui qui met en œuvre, effectivement, ce système d'aménagement des peines. Exactement, hein, c'est ça, hein. exactement. Il met en place le système d'aménagement du peine parce qu'au fond, il n'aime pas la prison. Une énorme merde, Voilà, tout simplement. c'est le mot que je cherchais, l'aménagement des peines, c'est ça. Mmh. C'est pas les peines aménagement des peines, voilà. Donc, quelle est la différence? Parce que analysons là ce qu'il a dit, Lehmann. C'est intéressant. À un moment, il dit donc il y a des milliers et des milliers de délinquants qui sont partis et puis de toute façon, ils sont tous revenus en prison, après. Donc là, quand on évalue ça, sans creuser, on se dit: «Bon, bah, voilà, tu vois, finalement, ça a servi à rien. Aucune différence puisqu'ils sont tous revenus en prison». Si, il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est les milliers de victimes supplémentaires. Puisque pour qu'ils reviennent en prison, ça veut dire qu'ils ont fait des nouvelles victimes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste prison et rester en prison, ils ont fait prison, sortie, des milliers de victimes supplémentaires, reprison. Voilà. Donc il y a Badinter a littéralement des milliers de victimes sur la conscience. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le lot, donc là on parle de délinquants, mais il y a des criminels aussi. Donc il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu des agressions, il y a eu des cambriolages, il y a eu des vols, etc. Tout ça. Parce que pour qu'ils À reviennent en cause de lui prison, ça directement. veut dire qu'ils ont fait des crimes entre-temps. évidemment. Recommis Ah des oui. crimes ou des délits. Et sachant qu'avec la politique de Badinter, c'était plus dur d'aller en prison, il a fallu qu'ils refassent vraiment quelque chose pour revenir en prison, ces gens-là. Donc voilà. Donc c'est ce genre de mec. Donc voilà, aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu sais, ce qui me fait rire aussi, il y a un extrait de lui où il dit: «Vous m'avez fait honte là». Je sais pas si tu te rappelles de ce discours. Ouais, ça me dit un Il truc, le ouais. passe tout le temps. Et c'est marrant parce qu'il le passe comme un truc à mettre à son crédit sans jamais donner de contexte, tu sais. Ils te disent, les gens, c'était la commémoration de la rafle du Veldiv. Il y a des gens qui ont sifflé François Mitterrand. Et donc lui, il s'est insurgé en disant: aujourd'hui, c'est un jour où on respecte les morts, etc. Donc pas de politique, tu vois. Et donc tu as l'impression, tu te dis: oh, c'est digne comme posture et tout. Tu sais. Non, mais en fait, c'est pas ça.
C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont les familles des victimes de la rafle du Veldiv qui ont sifflé François Mitterrand parce qu'il le traitait de collabo. Parce que François Mitterrand reçoit la Francisque juste après la rafle du Veldiv. C'est-à-dire que au moment de la rafle du Veldiv, Mitterrand est un collabo et il travaille pour le régime de Vichy. Et c'est lui qui fait cette cérémonie. Non, mais c'est lui qui fait la cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv. Ok. Donc en fait, Mitterrand était présent. Ok. Ah oui, Mitterrand fait ça. Badinter était son ministre. Et donc Badinter fait vous m'avez fait honte. Donc quand il dit vous m'avez fait honte, il parle aux familles des gens qui ont été déportés pendant la rafle du Veldiv en disant vous m'avez fait honte d'avoir sifflé mon président qui certes a été un gros collabo mais c'est mon président. Donc, alors que Badinter même son père est mort dans les chambres à gaz. Ouais. Tu vois? Donc t'imagines le niveau de merde du type qu'il faut être, le niveau de... Ah oui, non, mais là on est vraiment, Badinter, on est vraiment sur de la raclure, vraiment quand tu sais, les chiottes de routier grattent vraiment la merde qu'il y a au fond qui s'est entassée depuis des années. Et là on est sur du Badinter, tu vois. C'est là vraiment aucun respect pour quoi que ce soit. Et on passe cet extrait en le mettant à son crédit, alors que c'est ignoble. C'est ignoble quand tu gueuler sur les gens, enfin bref, c'est vraiment immonde. Voilà, c'est juste, c'est un homme immonde, et donc il a sa place au Panthéon, qui est une institution immonde de cette République immonde. Voilà, il n'y a pas de problème pour moi. Tout est en ordre. C'est fou hein, quand on entend l'explication que tu viens de nous donner. Et qu'on écoute et qu'on connaît l'image de négationniste nazi qu'on donne à Jean-Marie Le Pen. C'est affolant. Non, mais bien c'est sûr, affolant. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, imagine si ça avait été un président de droite, avec un ministre de droite, tu vois ce que je veux dire? Non, mais les gens auraient trouvé ça immonde, bien sûr. Mais là, ça va. À l'époque, Mitterrand est encore ami avec Bosquet, qui lui, n'est même plus... lui, est complètement... Enfin, c'est le nazi de base, tu vois. René Bosquet. Donc vraiment, t'imagines pour les familles à l'époque, tu vois, tu viens à la commémoration de la rafle du Veldiv et t'as ce fils de pute de collabo de Mitterrand qui est là, et quand tu te plains, t'as Badinter qui dit vous foutez la honte, fermez vos gueules. L'humiliation. Magnifique. Non, mais voilà. Aïe. Donc en gros, ils ont transformé une église en un lieu satanique et ils foutent les pires démons dedans. Voilà. Donc moi, je vous dis, voilà. Non, mais je vais vous dire, tout simplement, en fait, quand vous entendez la droite se plaindre que Badinter ne devrait pas être au Panthéon, c'est des gens qui, encore une fois, c'est des gens qui se trompent de combat, c'est des nouveaux droits, ça c'est les néo-droitards républicains, etc. Alors qu'en vérité, la droite, normalement, si elle est au pouvoir, si on arrive au pouvoir, le Panthéon, il faut le retransformer en église et tous les corps qu'il y a dedans, les balancer dans la fosse commune. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Si demain on est au pouvoir, demain le Panthéon, ça redevient une église, j'attrape tous les cercueils, j'ouvre tout, je balance tout dans une fosse commune et c'est terminé. Et il n'y a pas d'histoire de tout ça, c'est de la merde, ça dégage, tu vois. Je pense d'ailleurs que par doigt d'honneur, le décret qui réinstaurerait la peine de mort, j'appellerais le décret Badinter. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Pour qu'il se retourne, en enfer, il se retourne dans sa tombe en enfer. Ouais. Après, Badinter, il n'a pas été enterré, parce que je vois, il y a plein de gens qui disent il n'a pas été enterré, Ça va, oui, ok, d'accord. C'est des petits détails. Parce que son corps est resté, parce qu'il avait promis de se rester dans le caveau familial avec sa femme. Ah oui, mais c'est un détail technique. Il a tout à fait le droit, exactement. Ils ont quand même fait l'hommage au Panthéon. Exactement, voilà. Donc oui, on sait qu'il n'est pas dans... qu'il n'y est pas vraiment, mais il y a tout un tas d'autres fils de... Croyez-moi, tu vois. Aïe. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable. Je pense que ça traduit très bien le marxisme mental de ce mec. Exactement. C'est vraiment la sauvagerie, le tribalisme total. Non, mais en fait, ça va. Non, mais si, mais ça va, c'est ça. Parce que quand je le redis, j'ai pas envie de refaire tout le discours que je vous avais fait sur la peine de mort la dernière fois, mais être contre la peine de mort et dire non, personne ne mérite la peine de mort, quand on dit ça comme ça, dans un discours politique, tout ça, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça. Mais il faut aller voir les familles des victimes. Il faut aller voir les parents de la petite qui a tué Nordal Lelandais. Il faut les regarder droit dans les yeux et leur dire non, cet homme ne mérite pas de mourir.
il a violé et tué votre petite fille. Mais il mérite pas de mourir. Il faut leur dire dans les yeux, c'est ça qu'il faut dire. Oui, il mérite potentiellement dans quelques décennies de devenir chercheur au CRNS. Voilà, exactement. Prof au CNRS. Bien sûr. Mais il faut, parce que c'est trop facile. C'est toujours des discours de lâche comme ça, tu sais, des grands trucs humanistes. Là, Macron, il a dit ceux qui sont pour la peine de mort ne sont pas pour une justice juste ou je sais pas quoi. Mais c'est facile à dire. Il faut aller voir les gens. Allez voir les victimes. D'accord, que la petite Lola, allez voir les parents de Lola et dites cette femme qui a torturé et tué votre petite fille, qu'il a découpée, qu'il a mise dans une valise, elle ne mérite pas de mourir. Et si vous pensez ça, vous n'aimez pas la justice. Allez leur dire, allez-y, bien sûr. Mais non, c'est trop facile, tu sais. Les grands discours comme ça d'humanistes de salon de merde, tu vois. Allez voir les gens, allez voir les familles des victimes, allez voir les gens qui pleurent, à qui on demande de venir à la gendarmerie pour voir le cadavre de leur fille qui s'est fait violer, etc. Allez les voir. Allez les voir et dites-leur, mais vous pensez que cette personne, parce qu'elle a tué, torturé des dizaines d'enfants, les a tués, les a enterrés, vous pensez qu'elle mérite la mort? Mais vous êtes un barbare. Qui est barbare, là? Qui est abject? C'est trop facile. Il y a un espèce de retournement de moralité, tu sais. Ce sont ces gens qui abjectent. Ce sont les Badinter, les Macron, etc. C'est ces gens qui sont immondes, qui sont des barbares. La civilisation, c'est pas ça. Ils sont contre la prison à vie et ils sont pour une possibilité de réinsertion dans beaucoup de cas. Voilà, bien sûr. Mais de toute façon, à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où il n'y a pas la peine de mort, il n'y a pas de fin, il y a forcément une suite. Tu vois ce que je veux dire? La peine de mort, ça boucle tout. Ça évite la vengeance, ça évite il y a un espèce de sentiment de finition. Voilà, on termine, on clôt cet arc, tu vois. S'il n'y a pas de peine de mort, le mec va vivre, alors qu'il soit en prison, quoi. Alors après, on va parler de réinsertion, on va parler de travail en prison, d'atelier, machin, etc. Bref, il va pas être dans une cage dans le noir, d'accord, à manger du pain sec pour le restant de sa vie. On le sait très bien. D'accord, il va faire des ateliers de je sais pas quoi, il va aller visiter. Donc c'est ça. C'est la barbarie. Lors d'un transfert de prison récemment en France, il y a eu la PlayStation d'un détenu qui a été endommagée. Et la justice a forcé la prison à rembourser la PlayStation aux détenus. Voilà. Donc la prison, c'est qui? C'est nous. Hein. Parce que la prison ne génère pas d'argent, évidemment. Ouais, donc on a dû rembourser la PlayStation du mec. Voilà. Merci Badinter. En fait, toute l'absurdité de la justice française. En plus, ils ont cassé une manette, hein, je rappelle. Parce que j'ai vu le détail du coup. Ils ont fait tomber une manette. Ouais. Après, tu peux pas jouer sans la manette, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est du marxisme mental, les gars, pour vous donner un peu de théorie, en fait. L'individualisme, c'est penser que tu es responsable de tes actes. Le marxisme, c'est penser que c'est le système, c'est l'environnement qui est responsable de ce que fait chacun. C'est nous, quoi. C'est nous. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a grandi en cité. Voilà. C'est pas de sa faute, c'est parce que son père le tapait avec la ceinture quand il était petit. Ouais. Il y a toujours un truc. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il gagne moins que le SMIC. Ouais. Enfin bon, bref. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est un peu basané, du coup, il est discriminé lorsqu'il part en vacances dans le Nord. Il a quelque chose, il y a toujours un truc. Ah là là. Et pendant qu'en France, on célèbre celui qui a détruit la justice française, en Chine, on applique la peine maximale et pas pour n'importe qui. Ah ben nous, nos ministres en Chine, putain, ils feraient une semaine. Ah mais nous en Chine, nos ministres, putain, ça irait, hein. Ça irait très vite. Hein. Hidalgo en Chine, putain. Ah ouais, 3 jours. Allez, terminé, on abat tout le monde. 3 jours, tout le cabinet. Fusillé dans un stade de 200 000 spectateurs. Ouais, bah c'est ça. Mais bon, c'est ce qui mérite un peu des fois. Hein. Ah bah clairement, mec. Ah, mais c'est même tout le temps. Non mais vas-y, donne le truc en Chine, donne l'info, parce que du coup, les gens, ils l'ont pas. J'avoue, en Chine, on applique la peine maximale et pas pour n'importe qui. L'ancien ministre chinois de l'Agriculture, Tang Rinjan, a été condamné à mort pour corruption avec sursis à exécution de 2 ans. Monsieur Tang a accepté des pots de vin en espèces et en biens pour un montant total de plus de 268 millions de yuan. 32 millions d'euros de 2007 à 2024. Ces pots de vin ont causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l'État et du peuple et justifiaient donc la peine de mort, selon le communiqué du tribunal, assurant que l'accusé avait avoué ses crimes et exprimé des remords. Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anticorruption menée par le président chinois Xi Jinping, qui a fait tomber plusieurs personnalités de haut rang. Bon, on va pas juger parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai. C'est le gouvernement chinois, tu vois. Qu'est-ce qui est vrai, faux? Est-ce que le mec, il est vraiment
Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'ils se servent de lui pour faire... Tu sais pas, tu sais, avec eux. Ouais. Bon, bref. Peu importe. Mais tout ça pour dire que peu importe, parce qu'en fait, si ce que soit vrai ou pas, s'ils font ça, c'est parce que dans l'esprit collectif chinois, voler le bien, les biens du peuple, tu sais, c'est entre guillemets, enfin l'argent public surtout, c'est un crime, quoi. C'est grave, tu vois. Bon, sachant que c'est un régime communiste, ils volent d'une autre façon, mais vous m'avez compris, quoi. Et en fait, c'est marrant de voir que vous traversez le globe, et chez nous, c'est vraiment une tradition presque. C'est plus, c'est même pas que c'est bien ou pas bien. C'est la routine. Ça fait partie de la culture chez française. Chez nous, t'as des meufs en fait. C'est ça. C'est-à-dire que là-bas, le mec parce qu'il a piqué dans les caisses, c'est la peine de mort. Et chez nous, ils vont sur les plateaux télé, ils font ça va, 40 000 balles de fringues. Faut bien que je me sape. Je suis quand même maire du 8e arrondissement. Même pas, parce que lui, il est ministre et tout. Hein. Elle, maire du 8e arrondissement, même pas une ville, tu sais. Ouah, bah, il faut bien que je me sape, tu vois. L'autre, Hidalgo et tout, oui, bah, tu sais, France Télé. Non, mais 120 000 € d'événementiel par jour. Oui, bah, il faut faire la fête un peu. On peut pas que bosser, tu vois. C'est ça, on peut pas que bosser. Tous ces gens-là, c'est même pas que... on parle même pas de peine de mort, là. C'est qu'il n'y a même pas d'amende ou il n'y a même pas de jugement, il n'y a rien. Il n'y a même pas de genre un blâme, même un blâme, tu sais. Non. Chez nous, c'est vraiment culturel. C'est vraiment 100% open bar. Il n'y a même pas il n'y a aucune contrepartie. C'est-à-dire que même quand ça se sait, parce que là, France Télé, tout le monde le sait, personne n'a été viré. Ça fait partie des normes et des valeurs du pays. Voilà. Ça fait partie de nos... C'est normal. Est-ce que tu veux qu'on regarde la tête de Pamplemousse nous parler de ses vêtements? Ouais, putain, ouais. J'ai eu peur. Je crois que tu parlais du Premier ministre chinois, là, du ministre de l'Agriculture chinois. Est-ce que vous voulez regarder l'exécution? Quand t'as dit la tête de Pamplemousse, c'est pour ça j'ai eu peur que ce soit un dérapage. Ah non, ouais, bien sûr, vas-y. Bon, c'est quand même un petit dérapage dans l'absolu, mais... Vas-y. Alors... Ah oui, parce qu'elle est asiatique aussi. Non, je crois pas, je crois qu'elle est juste fatiguée. Effectivement, j'ai cette image de mère toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements. Parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois. Et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc, moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi, j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. La preuve, c'est qu'en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe et j'ai remboursé donc la moitié des frais donc, de représentation. Je vous coupe, Jeanne de Terre, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer les Français, les Français qui se serrent la ceinture alors même que la taxe foncière a augmenté à Paris et qu'effectivement 35 000 € en 5 ans, c'est colossal pour les Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 € donc de frais de frais des annuités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui effectivement nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Les autres, ils veulent se marrer là, ils en peuvent plus là. Le mec, là, il est mort de rire. Bon, enfin bref, vous aurez compris le délire. À la fin, elle est vraiment en mode non mais merci quand même. Merci de poster. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Déjà, les histoires d'enveloppe et tout, c'est vraiment des trucs de mafieux parce qu'ils ont un salaire. Juste, c'est bon, là, voilà, le salaire, c'est tout. Voilà, t'as ton salaire. C'est quoi ces histoires d'enveloppe? Non, parce qu'il y a une enveloppe de 1000 balles en plus, juste pour les frais de représentation. C'est en plus, c'est des termes ultra vagues qui veulent rien dire. Tu peux les dépenser en fringues, tu peux les dépenser en resto, en champagne. Tu vois en champagne. Voilà ça. Mais après, il y a d'autres trucs. Hein. Et puis, les maires, attention, hein, c'est pas les pires. Hein, parce qu'il faut voir les enveloppes des députés et tout. Attention, hein. À côté, c'est rigolo. Puis, surtout comme ils font des cumuls de mandats. Ils sont maires, députés, conseillers régionaux et tout. Il y a des enveloppes à chaque fois. Parfois. Voilà, il y a des enveloppes à chaque fois. Donc, non mais 35 000 € de fringues
Et moi, ce qui me tue, c'est qu'elle dit fringue et ça. Tu sais, je sais pas pourquoi elle dit ça. Tu sais, pourquoi elle parle comme ça. Tu sais, elle pourrait dire des vêtements bizarre, pour ouais. être bien habillé. Non, de fringue pour être bien sapé et tout. Mais qui es-tu, Monique J'ai l'impression que c'est peut-être une espèce de mode dans les cercles parisiens branchés de parler comme ça. Je sais pas. Non, elle veut faire Jones, je sais pas, tu sais. À deux doigts de dire vous voulez mon snap quand je fais des snaps pour la mairie de Paris. Non, mais voilà, enfin, c'était un petit exemple marrant à côté. C'est quoi cette façon de communiquer? Moi, j'ai l'impression. Tu connais Hunger Games? Oui, enfin, j'ai jamais regardé, mais je Et en fait, il y a toute une espèce d'élite complètement farfelue qui s'habille avec des trucs bizarres, à moitié homosexuels. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui sont dans un monde parallèle, totalement déconnecté. Elle sort d'où, cette bonne femme? J'ai vu des gens venir. Il y a une association de protection de l'enfance là qui est venue pendant un conseil de la mairie de Paris là, interrompre justement parce que un des conseillers, un des mecs qui était présent, il est en cours d'enquête. Il a été arrêté parce qu'il y a pour trafic d'images pédopornographiques, ils ont trouvé de la pédopornographie sur son ordinateur. À la base, il s'était fait arrêter parce que il dealait de la drogue pour des soirées chemsex, tu vois. Et en fait, du coup, en l'arrêtant, ils ont pris son ordinateur et ils ont trouvé des trucs pédopornographiques. Et le mec, c'est un toujours député au conseil. Non, c'est un mec du conseil de la mairie. Il est toujours au conseil de la mairie de Paris. Et donc, ils sont venus pendant un truc, tu vois, en disant, mais il est encore là, ce mec-là. Et donc, tu vois le mec, bon, bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Hein. C'est un homosexuel avec des cheveux de farfelu, hurluberlu. Enfin, tu sais, des cheveux, comment on dit, tu sais, d'étain, là, j'ai oublié le nom, mais tu vois, décolorés et tout. Voilà, des cheveux décolorés et tout. Et donc, voilà, tu vois, donc il y a la mairie de Paris, t'as l'autre folle, à côté de ça, t'as un pédophile. Tout va bien, quoi. Tu sais, c'est. T'as le député qui se fait arrêter parce qu'il utilise de l'argent public pour acheter de la drogue à des mineurs. C'est vraiment. C'est complètement fou. Voilà. C'est ça. Pendant que les mecs crèvent la dalle et galèrent à boucler la fin de mois. Pendant que ça là, il y a des craquettes partout dans Paris et tout ça, mais c'est pas grave, ça va, tu vois. Pendant que les mecs qui nous écoutent là, ils doivent acheter de la merde, de la viande de merde à leurs enfants au leader price pour que ces gens-là puissent avoir ces vies de fantasques. On vit, je pense, certainement une des époques les plus corrompues de l'histoire de France, et on est dans un des systèmes les plus corrompus et les plus vérolés de l'humanité, et c'est marrant parce qu'on donne des leçons à tout le monde, tu vois. On est en train de regarder tous les trucs en disant on te parle de la Biélorussie, mais tu sais, dans le français de base, pour lui, la France, c'est parce que là, nous, on parle entre nous en vérité là sur Radio Dixie, on est 2000, il y en a 50 000 qui regardent sur tu vois, 60 000 qui regardent sur YouTube, c'est rien du tout, tu vois, c'est un pet de vache, tu vois. Mais en vérité, pour le français de base, pour les 70 millions de connards, mais la France, mais c'est génial, tu vois. C'est la démocratie, on a des droits, je les entends encore à chaque fois apparaître. On n'y voit pas du tout ça, tu vois. On est au summum de l'humanité. Ah oui, on n'a jamais fait mieux dans l'histoire d'humanité. Pour le français de base, il se plaint parce qu'il a des trucs et tout, mais quand tu lui dis il dit mais quand même on a de la chance, tu vois, parce qu'on pourrait être dans un truc corrompu et tout. Tu sais, c'est incroyable Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été une aussi belle société dans leur tête. Bien sûr, l'aveuglement du français moyen sur la corruption, les dénis de démocratie, ça, il voit pas tout ça. Il voit pas tout ça. Il y a Bruce alors que pour les autres institutions. J'aimerais que tu nous expliques. Je te laisse finir. Non, c'est quoi les soirées chemsex, c'est ça? Tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Oui, j'ai appris ça avec Pierre Palmade. En gros, c'est des partous gays sous ecstasy, quoi. C'est ça, en gros. Ils prennent de la drogue pour se stimuler sexuellement, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. C'est mélange sexe-drogue, quoi. Avant, c'était les rockers et tout. Maintenant, c'est les. C'est la mode, Avant, c'était genre. Les mecs qui faisaient ça, c'était genre les Rolling Stones et tout, tu vois, Motorhead. Maintenant, c'est le maire du 9e arrondissement. Tu vois, c'est des députés. Tout va bien, quoi. Avant, c'était Marilyn Manson, maintenant, c'est eux. Oui, voilà. Maintenant, c'est Laurent Caillot, élu régional et proche de Bruno Retailleau, donc même un mec supposément de droite, est décédé après une soirée chemsex en Indre-et-Loire. Voilà. Le 19 septembre. Voilà, la droite. Quelques semaines. Voilà. Avant, c'était des mecs, comme je t'ai dit, c'était The Clash, c'était des punks. Maintenant, c'est des mecs de droite. C'est des députés de droite. C'est la droite française. Maintenant, c'est on est passé, en fait, si tu préfères, on est passé en un siècle. La droite, elle est passée de Charles Maurras à un mec qui meurt pendant une partouze gay en faisant une overdose. Voilà.
C'est l'évolution de la droite française sur un siècle. Et on est au summum. C'est sûr que c'est un peu. On peut être concerné un petit peu. C'est préoccupant. C'est préoccupant cette évolution. Il y a une espèce de glow down qui est. Putain, l'enfer. Et tu Enfin, disais quoi, mec, avant que je te coupe? Désolé. Je sais plus, mais ouais, enfin, Ah, bref. désolé. Non, je disais que le français moyen était complètement aveugle vis-à-vis de cette situation et que c'est incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tout. Avec même les médias, tout. En fait, il n'y a plus rien de caché, tout ça, tu vois. Mais ils font pas le lien, tu sais. Il suffit de leur répéter, vous avez de la chance, c'est un pays libre, et du coup, les gens y croient, tu vois. C'est terrible, quoi. Il n'y a plus une once de réflexion, d'autocritique, de recul dans le cerveau du français moyen, quoi. Il y a vraiment les trois derniers neurones qui se battent, tu sais. Enfin, J'ai l'impression qu'ils ont même pas envie. Ils ont même pas envie de savoir. Tu vois, ils sont dans leur quotidien, dans leur confort, dans leur peur constante, tu sais, de l'échec, de je ne sais quoi d'autre. Ils préfèrent rester avec des œillères tant que tout se passe bien. Pour eux, tant qu'ils ont des œufs et du gruyère dans le frigo, ils cherchent pas à comprendre. Ouais, c'est ça. Et en fait, mec, il y a un truc à prendre en considération aussi, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est une première, ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. C'est la première fois qu'il y a des États qui contrôlent autant la richesse d'un pays. C'est la première fois qu'il y a 60% du PIB d'un pays qui est entre les mains de l'appareil étatique. Et là, on est dans quelque chose qui est du jamais vu à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ouais, mais après, c'est aussi lié à l'avancée technologique qui permet vraiment aujourd'hui nos systèmes, que ce soit comme c'est tout en bancaire, etc. Enfin, voilà, aujourd'hui, on a vraiment une capacité. Et puis là, maintenant qu'ils vont lire toutes les conversations et tout, parce qu'il y a ça aussi. On en a parlé dans le dernier épisode, je crois. En fait, non, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant parce que, par exemple, ChatGPT a annoncé qu'ils allaient scanner les conversations et les communiquer aux autorités si nécessaire. Voilà. Mais non, mais ils veulent scanner les conversations privées même. WhatsApp, ah oui, même sur un Messenger et compagnie. Voilà, donc ça finira par passer, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est que la technologie, elle est mise au service du totalitarisme, tu vois. Mais la différence, enfin non, c'est pas vraiment une différence en fait. C'est comme toujours, on fait passer sous. Il y a toujours des bonnes intentions derrière, tu vois. Et en fait, c'est là qu'on voit que les Français, les gens n'apprennent pas de l'histoire, tu vois. C'est que ils voient toutes les dérives totalitaires qui ont été faites dans le passé, etc. Et en fait, ils ont l'impression que c'était fait sous des mauvaises intentions, tu sais. Et que là, c'est différent parce que c'est sous une bonne intention. Mais jamais une dictature ne présente à son peuple des mauvaises intentions. Personne ne va dire, bien sûr, personne ne va dire, enfin, je veux dire, en URSS, personne ne va dire, bah non, mais on envoie les gens au goulag parce que c'est des opposants au régime et qu'on tient nos places. Personne ne va dire ça. Il y a toujours une excuse où les gens se disent, bah oui, mais attends, c'est des voleurs, c'est des machins, on trouve un truc. Donc là maintenant, c'est on va contrôler les armes pour éviter on va contrôler les conversations pour éviter la pédopornographie, pour éviter les trucs pédophiles, alors même qu'au sein des institutions alors même qu'au sein des ministères, des institutions, etc., c'est gangréné par des pédophiles, mais ils vont nous faire croire que c'est dans vos conversations, on va les surveiller, mais c'est pas pour vous contrôler, vous inquiétez pas, c'est pour... Et ceux qui votent pour ça. Ah oui. Bref, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais, putain, c'est infernal. Et après, il y a de l'espoir parce qu'on voit des mecs comme le gouverneur de Floride, par exemple, qui vient d'annoncer, par exemple, que pour lui, c'est pas normal que quand tu achètes une télé, tu payes des taxes une fois et après, tu n'en payes pas le restant de ta vie tous les ans. Et c'est pas normal, selon lui, que lorsque tu achètes un terrain, que tous les ans, tu doives payer des taxes pour pouvoir conserver ce terrain. Ouais, il vient de légaliser le port d'armes visibles, même pour les semi-automatiques. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des espoirs dans certains bastions de liberté, mais en France, il n'y a aucun espoir. Non, mais je sais bien. Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'en France, aujourd'hui, on a du mal à voir les signes de mieux, quoi. C'est clair. Ouais, exactement. Et pendant que les maires vous rient à la gueule, avec leur enveloppe à 990 € par mois, qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent, près de la moitié des dirigeants d'entreprises de moins de 10 employés se versent des salaires inférieurs au SMIC.
soit moins de 1426 € net par mois pour 50 heures de travail par semaine en moyenne, selon une étude du syndicat des indépendants et des TPE publiée jeudi. Un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1 000 € par mois, d'après cette étude. En proie à des problèmes de trésorerie, 56%, et de recrutement, 84%, ils sont plus de 9 sur 10 à exprimer un sentiment négatif vis-à-vis de leur activité, un niveau jamais atteint depuis le lancement de ce baromètre trimestriel réalisé par le SDI. T'as des mecs qui touchent à peu près 1 000 € par mois, et cette salope et les maires de France ont le droit à 1 000 € par mois pour s'acheter des fringues. Bah voilà, et c'est eux qui payent. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une relation directe, parce que c'est les mecs qui touchent 1 000 € par mois qui payent cette enveloppe. C'est ça le truc incroyable, surtout. Ouais. Et en plus, tous ces chefs d'entreprise, ils payent, mais ils n'ont pas le droit aux avantages. Tu sais, un employé, quand il oui, non, cotise, je sais bien, il a le droit à des choses en retour. Un Ouais, entrepreneur, bien il sûr. paye tout autant et il a droit à rien en retour. C'est ça, c'est ça. Tu vois, il y a dans le chat Crambert qui dit mais le régime est quand même en train de se casser la gueule. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'est pas en train de se casser. Ça devrait. Mais qu'est-ce qui, quand tu dis ça là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer là? Qu'est-ce qui se casse la gueule? Tu penses que là, la République est en train de tomber? Pourquoi? Tout le monde est bien au chaud assis dans son siège, hein, tout le monde continue à être payé, tout va bien, hein. Il n'y a rien qui fonctionne pas. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Donc non, faut pas croire ça. Le régime n'est pas du tout en train de se casser la gueule. En fait, là, ce que ça nous montre, c'est que le régime est tellement solide que même quand il marche plus du tout, ça change rien, il reste. Il reste. Ouais. Pour que le régime se casse la gueule, il faut qu'on le force. Il faut que ça se passe comme au Népal, là. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous mobilisiez, d'accord, et que vous soyez 50 000 à aller au Parlement, à brûler le Parlement, à brûler l'Élysée, et là, le régime se cassera la gueule. Mais vous n'allez pas faire ça. On est d'accord. Donc, le régime ne casse pas la gueule. Ouais. Moi, je nuancerai un peu ce que tu dis, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais le régime se dégrade très très lentement, et peut-être que dans plusieurs décennies, il sera assez faible pour se faire renverser. Ouais. Bah, en fait, encore une fois, moi, je pense que c'est pas dû à la faiblesse du régime, c'est dû avec c'est une question de la force du peuple et pas de la faiblesse du régime, tu vois. C'est vrai, il faut que le peuple soit assez fort pour mais non, parce qu'en fait, demain. Mais tu penses pas que dans 50 ans, mec, la situation économique, elle est tellement catastrophique, il n'y a plus d'entrepreneurs, il y a une inflation incontrôlable, le niveau de vie est tellement bas que les gens n'ont pas de quoi donner à bouffer à leurs enfants. Est-ce que là, c'est pas le moment où tu n'as plus rien à perdre et tu y vas? Franchement, les Français, j'en sais rien. Ok. Et je pense pas que ça. En fait, je pense qu'il y aura toujours le minimum syndical. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Comme au Venezuela, quoi. En fait, on leur donnera de la bouffe, ou des trucs, et on dira ouais, mais attention, là, si vous en prenez le régime, il n'y a plus de bouffe, tu vois. Pour le peu qu'il leur restera, tu vois, je pense que les gens vont perdre, mais on va leur laisser juste le minimum de ce qu'ils ont besoin, quoi. Et sinon, pour en revenir aux entrepreneurs, les difficultés poussent 16% des dirigeants de TPE à envisager de cesser leur activité d'ici la fin de l'année. Alors que les défaillances d'entreprises ont continué à progresser au deuxième trimestre. Tu trouves pas ça exceptionnel, mec, que tous ces fils de gauchistes, ces Hidalgo, ces mecs de LFI et les autres, ils passent leur temps à cracher sur les méchants chefs d'entreprise, alors qu'il y en a 1 sur 2 qui gagne moins que le SMIC? Alors qu'il s'agit de petites entreprises. Oui, mais bon, ils vont te dire c'est bien fait. Ils ont qu'à pas exploiter les gens, etc. Enfin, tu sais, bon, bref. Faut pas essayer de mettre de la logique là-dedans. Mais bon, la vérité, quand même, c'est qu'il y a un calcul mathématique qui est quand même de se dire moins il y a d'entrepreneurs, plus il y a d'entreprises qui cassent la gueule, plus la pression va être dure sur les autres entreprises, donc plus les autres entreprises vont se casser la gueule. Et mathématiquement, là, ce qui est vrai, et ça pour le coup, c'est quantifiable, c'est que le système tel qu'il fonctionne économiquement maintenant, on ne peut pas perdurer comme ça. Il va y avoir un problème sur les emprunts, il va y avoir un problème sur les rentrées. Je veux dire, il va forcément y avoir des changements. Mais la vérité, c'est que voilà, tu as vu les alternatives auxquelles on commence à penser, c'est des histoires du style la taxe Zuckman, etc. C'est pas des baisses de dépenses ou des choses comme ça. Donc c'est pas voilà. C'est vraiment des machines de guerre, psychologiquement parlant, ces entrepreneurs en France. Non, mais après, t'as des mecs qui sont au bout, hein, tu les vois, je veux dire, si tu veux rien de ce milieu-là, surtout dans l'artisanat, etc., t'as des gars, ils font des heures pas possibles, ils en peuvent hup et tout, ils sont au bout du rouleau, c'est pas... Bon, tu sais,
Il y en a, comme je dis, il y en a qui lâchent l'affaire au bout d'un moment et tout, mais c'est c'est pas des vies, quoi. C'est pas des vies. C'est des vies de merde d'être entrepreneur en France, surtout Il TPE, y en a PME. beaucoup, c'est des vies de merde. Et puis même pour ceux qui ça marche, on vivote en fait en France. On fait jamais vraiment d'argent, tu vois. Donc on a l'impression, tu sais, quand t'as des trucs assez basiques, t'as l'impression que tu as réussi ta vie, alors qu'en fait c'est pas grand chose, tu vois. C'est pas grand chose. Alors qu'aux États-Unis, les mêmes mecs, ils seraient multimillionnaires, ils auraient une villa à Fort Lauderdale. Non, faut pas exagérer. Mais je veux dire, là, tu parles de TPE et d'entreprises à moins de 10 salariés. Ils vont pas être multimillionnaires aux États-Unis. Mais des mecs qui sont indépendants, même ne serait-ce qu'ici, etc. Oui, ils ont les. En fait, si tu préfères un plombier qui a sa boîte de plomberie et qui a moins de 10 employés et qui réussit au Texas, il a le train de vie d'un chirurgien en France, en fait. Et en fait, c'est ça qui est incroyable de se dire que l'entrepreneur en France, qui donne sa vie pour ça, il vit comme une merde, alors que s'il avait eu le même parcours en Floride ou au Texas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup il aurait une vie 5 fois meilleure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se battent. Hein. C'est pour ça que là, il parlait de la promo. La dernière fois, j'entendais, je crois que c'était Stinck Dafou qui parlait de la dernière promo de. Ah putain, comment ça s'appelle cette école Polytechnique, et qui disait que en gros, il y en a 30% qui sont déjà partis. Sur la promo d'il y a 5 ans, il y en a plus d'un tiers qui sont déjà à l'étranger. Putain. Bon, bref, passons au sujet suivant. T'as raison. Parce que je voulais vous raconter l'histoire d'Anaïde, qui est une jeune Marseillaise de 13 ans et demi, désormais privée de lycée et de formation bac pro couture, parce qu'elle est en avance d'1 an sur son cursus scolaire. Un vrai casse-tête pour la jeune fille, qui pourtant a fait sa rentrée normalement au lycée Jean-Baptiste Brochier à Marseille. Mais après plusieurs jours de cours, le 11 septembre dernier, ses parents sont d'abord convoqués par la direction de l'établissement. Celle-ci leur annonce que leur fille est trop jeune pour suivre cette formation pendant 3 ans. Trop jeune car 14 ans fin octobre, elle ne peut pas utiliser les machines à coudre du lycée pendant les cours d'atelier, l'âge limite étant fixé par la loi à 15 ans minimum. À ce moment-là, le ciel tombe sur la tête de toute sa famille. Sa situation s'est aggravée le mardi suivant. Après 2 heures de classe, elle est convoquée par la proviseure. Ses parents doivent venir la chercher. Elle ne peut plus rester dans le lycée. Donc, faut comprendre qu'à 14 ans, tu peux faire un CAP, d'accord, en France. À 14 ans, tu peux faire un CAP cuisine. Tu peux faire un CAP pâtisserie, boulangerie. Donc, tu peux utiliser des fours, des plaques de cuisson, des couteaux, tu vois. Tu peux faire un CAP boucherie. Tu peux aller à l'école de la boucherie. Tu vas utiliser des appareils de boucherie, mais pas une machine à coudre. Je crois même, normalement, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble même qu'à 14 ans, tu peux démarrer un CAP tourneur-fraiseur ou soudeur, ce genre de choses, tu vois. Utiliser du matériel de soudure, ou même en école d'agriculture, par exemple, tu peux aller, tu vois, en lycée agricole, tu peux aller en lycée agricole à 14 ans. Tu peux être en lycée agricole et tu peux conduire des tracteurs, tu vois, mais pas les machines à coudre. Ah bon. Voilà. La législation. Bref, voilà, la législation, comme d'habitude. Faut pas commencer à réfléchir. Mais c'est un petit exemple, parce que c'est rien du tout en vérité, mais c'est un petit exemple, voilà, de la connerie. Ça image bien, voilà, la connerie de la surlégislation française. C'est dangereux. Qui a dit enfin, je veux dire, je dis pas qu'il faut être en Chine avec des gamins de 6 ans qui coudent des baskets, mais voilà, tu vois, regarde, à 14 ans, je désossais ma cuisse de bœuf. Soudeur, c'est sûr, je l'ai fait. Tu vois, il y en a plein des artisans, parce que nous, on a un public où il y a beaucoup d'artisans et de mecs comme ça, évidemment. Donc, oui, voilà. Donc, à 14 ans, tu peux désosser une cuisse de bœuf, tu peux souder au TIG, tu peux travailler, tu vois ce que je veux dire, avec les fours en pâtisserie et tout, mais pas utiliser une machine à coudre. C'est une machine à coudre, quoi. Je veux dire, c'est pas hyper dangereux. Hein. Tu peux te piquer et tout, mais je veux dire, tu peux pas te tuer avec une machine à coudre, tu vois. Enfin, c'est très dur. Moi, j'ai déjà utilisé une machine à coudre. Bon, c'est. Tu l'avais dans la carotide, peut-être. Si le pire truc, la carotide. Mais non, mais même pas, parce qu'il y a un socle en dessous. Donc, Ah oui, tu peux pas passer la tête. Le pire truc que tu peux faire, c'est mettre des coups d'aiguille dans le doigt, quoi. Et te vider de ton sang. Non, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ce qui a aucun sens aussi, mec, c'est que c'est la République qui décide les risques que peut prendre ton enfant ou pas. C'est la République qui décide si ton enfant a le droit de faire ça ou pas. C'est la République qui décide. C'est complètement absurde. C'est à toi de décider. Est-ce que tu estimes que ton enfant a les capacités pour utiliser ce genre de machine? Mais c'est surtout que visiblement elle l'a, puisqu'elle est en avance, même eux qui le disent. Oui. Qu'elle est en avance sur tout le monde, etc. Donc c'est super parce que la gamine, elle travaille dur, elle est intelligente, elle est pénalisée pour ça. C'est un blocage administratif. Ouais. Voilà, con. Et en plus, elle est pas con parce qu'elle a 13 ans et demi et elle a dit
Elle a déclaré: «On essaye de faire en sorte que les jeunes travaillent, de les motiver à bien réussir leur année scolaire et en fait, dans mon cas, je me retrouve Voilà, bloqué. voilà, C'est c'est ça. dommage, Elle est pénalisée. c'est dom ouais, c'est dommage de ne pas faire en sorte que ça puisse changer. Mon rêve, c'est de réussir à aller travailler dans des grandes maisons, Louis Vuitton, Dior, Hermès, partir dans la couture de luxe, dans la haute couture, poursuivre des rêves.» Voilà. Et voilà. La pauvre gamine, à cause de la République de merde. T'as autre chose à rajouter là-dessus, mec, ou je te passe un petit extrait d'une vidéo que tu m'avais envoyée, toi? Oui, vas-y. Ouais, on va terminer sur 2 petits extraits. Je vais vous mettre un peu de contexte. En Europe, je suis le mal incarné. Auditionné par l'Assemblée nationale, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, est revenu sur les visions divergentes de business entre l'Europe et les États-Unis et les conséquences de la taxonomie européenne sur les PME françaises. Voici l'extrait. En Europe, je suis le mal incarné. Je fais des avions d'affaires. Aux États-Unis, vous faites des avions d'affaires, c'est un outil pour le business, vous êtes bien considéré, même si vous êtes français. J'ai ce handicap d'avoir 30 à 40% de compétitivité moindre en France, je maintiens mes usines en France et j'arrive à vendre des avions contre les Américains. Honnêtement, ça mériterait une médaille, comment dire. Mais il faut se le dire parce que voilà, il y a des handicaps et je rajoute pour les Falcons que je suis beaucoup plus apprécié aux États-Unis qu'en Europe. Non mais voilà, bah, oui, ça c'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs moi, enfin, tu vois, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi ils restent en France en fait, ces gens-là. En fait, il y a une volonté, je comprends que c'est l'héritage d'Assaut, etc., qu'il y a une volonté et tout. Mais en fait, tu vois, c'est de la confiture donnée aux cochons en fait. C'est de la confiture donnée aux cochons. Moi, franchement, j'encourage tous ces gens à se barrer, tous ces gros directs, tu vois. Que ce soit, comment il s'appelle, Bernard Arnault, lui, machin et tout, mais qui se barrent tous, tu vois. Qui se barrent tous. Que le chômage explose, tu vois. Et que ces mecs, et que, en fait, ils ont le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Ils ont des grosses entreprises comme ça et tout, et puis en fait les mecs restent quand même, tu vois, par patriotisme ou parce que par, je sais pas, tu sais, pour l'histoire d'héritage et tout, mais en fait faut qu'ils se barrent ces gens-là. Faut qu'ils se barrent pour qu'il n'y ait plus et que l'État soit obligé de dire ah bah maintenant il faut draguer les grandes entreprises pour qu'elles viennent, tu vois. Alors après attention, hein, tous les grands, je dis pas que tous les grands patrons sont là pour des raisons nobles, je dis pas qu'ils restent tous pour des histoires. Il y en a qui ont des combines, il y en a que il y a des raisons, hein. Il y en a qui ont des raisons beaucoup plus critiquables. Mais il y en a, tu vois, il y en a comme moi j'ai travaillé chez Dassault, etc. Je sais qu'il y a une volonté de ces entreprises-là de rester en France, comme je t'ai dit, comme Bernard Arnault, il a des volontés, comme le mec de Free, etc., de rester en France parce que, bah voilà, tu sais, ils sont attachés à ça, attachés à leur, tu sais, à la France, etc. Mais en vérité, ce serait bénéfique s'ils se barraient tous parce que ça forcerait l'État à devoir faire des politiques plus engageantes pour les grandes entreprises, tu vois. Alors après, je dis pas qu'ils le feraient, mais ça les forcerait un petit peu, tu vois. T'arrêtes de financer l'assistanat social dans les cités, t'arrêtes de financer les robes Oui, Dior. mais ça je dis peut-être qu'ils s'en foutent, tu vois, mais... Ouais, non, oui, mais en fait, t'arrêtes de financer l'ennemi. Mais Bernard Arnault, il a des tonnes d'usines hors de France, mais encore heureux. Encore heureux qu'il a des tonnes d'usines hors de France. Toutes ces usines devraient être hors de France. Il n'y a aucun intérêt à mettre une usine en France. Une usine en France, aucun intérêt. Aucun intérêt. T'es pas plus qualitatif, ça coûte plus cher, t'as beaucoup plus de normes, aucun intérêt. Donc en fait, s'il a même, ne serait-ce même qu'il ait des usines en France, c'est déjà de la bonté d'âme. Parce qu'il n'a aucun intérêt à avoir une usine en France. Donc encore heureux qu'il fabrique à l'étranger. Encore heureux. Tu veux il pas, reste en France, en fait, soit par bonté, soit pour son image. Pourquoi pas. Voilà, ça. Mais la réalité, c'est que quand dans des milieux aussi compétitifs que l'aviation, que ces hautes technologies, etc., où tu es en compétition directe avec des mastodons américains, asiatiques ou d'autres pays, t'imagines, le simple fait d'être en France, ça lui enlève 40% de compétitivité. Ben oui, parce qu'il le dit quand il dit je suis le mal incarné. Ben oui, forcément, parce qu'on a la pire politique écologique au monde pour un mec qui fait des jets privés. Comment veux-tu que le mec s'en sorte, tu vois? Oui. Évidemment, donc ils ont aucun intérêt à fabriquer en France. Hein. Tu rajoutes les taxes, les régulations, les conneries écologiques. Il le dit, il mérite une médaille. Pour moi, chaque entrepreneur français qui a une compétition à l'international, c'est une machine de guerre. Il joue le jeu de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise en mode hardcore.
Parce que c'est comme si je jouais à un jeu vidéo en mode très difficile. Il a 30% de taxes supplémentaires, il a 20 régulations par mois supplémentaires. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Mais en moi, fait, je dirais ce qui m'énerve, c'est que les gens... En fait, il y a des mecs comme ça qui font comme les entreprises de luxe, comme l'aviation, etc., ou comme encore Michelin, tout ça. En fait, il y a encore quelques restent des fleurons d'industrie française, tu sais, qui performent dans le monde, tu vois, au niveau de la qualité et tout. Et en fait, on s'en enorgueillit. Tu vois le truc? Les Français. Ah ouais, mais tu vois, Dassault, on a les meilleurs trucs, mais c'est pas grâce à nous. Hein. En fait, faut arrêter on n'a rien fait pour que Dassault c'est vraiment grâce à eux tout seuls. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce que nous, les Français, c'est pas la peine de se la péter en disant, parce que c'est ça, même les politiques, tu vois. Tu sais, ils sont d'avion, il est tout fier, Macron, quand ils vendent des Rafales, des machins et tout, etc. Mais il a rien fait pour ça. Au contraire, les Français, on ne fait que mettre des bâtons dans les roues. Et je dis bien les Français de manière générale, parce que le peuple, c'est pareil, puisqu'ils votent pour des politiques anti-patronales, ils n'aiment pas les patrons, ils n'aiment pas les trucs, mais après, ils se branlent en disant, oh là là, Michelin, comment c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, c'est plus. Oui, les usines ferment Michelin, d'ailleurs, c'est vrai. Mais tu vois, comment. Nos avions, ils sont trop bien, nos trucs. Mais vos avions. Mais c'est les avions de Dassault, tu vois. Alors que c'est malgré vous. C'est malgré vous. Exactement ça. Malgré nous, en fait. Tu vois. Donc, faut arrêter de se branler là-dessus, parce que c'est littéralement malgré nous, ouais. Eh ben, bordel de merde, quel enfer. Moi, je vais plus loin que toi, mec. Moi, je pense que tous les créateurs de richesse, ils doivent se barrer. Il faut arrêter de filer le moindre centime à tous ces Bah après, c'est sûr que ça accélérerait la chute. Hein. Mais oui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et chaque centime d'impôt que vous payez à cette putain de république, vous leur donnez des munitions. Vous leur donnez des munitions pour conserver leur mafia, conserver leur poste, conserver leur système. Et c'est malheureux à dire, hein. Et c'est même déchirant. Mais quand tu payes des impôts en France, tu finances l'ennemi. Bah oui, ça c'est évident. Il faut se barrer. En fait, on peut se poser la question est-ce que faire le choix de rester en France et de payer des impôts en France, c'est pas moins patriotique que de se barrer? Ah bah pour moi c'est évident. Mais après, je comprends que nous c'est pas pareil quand on est indépendant que quand tu donnes du travail aussi à des gens, etc. Tu vois. En fait, il y a une réflexion à court terme et une réflexion à long terme. Tu vois. La réflexion à court terme, elle est mais j'ai des milliers de familles, tu vois, qui dépendent du travail que je leur donne. Tu vois ce que je veux dire, je suis héritier d'un business familial, etc. Franco-français, tout ça. Donc ça c'est le truc à court terme que j'entends, mais le truc à long terme, c'est de se dire, oui, mais en fait, oui, c'est un mal pour un bien. Effectivement, il y a des milliers de Français qui vont être au chômage, etc. Mais c'est peut-être pour que ce gouvernement, il finisse par tomber, tu vois, et qu'on puisse vivre de meilleures périodes dans le futur, quoi. Donc je peux comprendre le positionnement pour les grands, pour ceux qui ont beaucoup de gens à charge, entre guillemets, les grands entrepreneurs et tout. Pour les autres, pour les indépendants, ceux qui ont ou que leur famille et tout, non, par contre, oui, clairement, il faut ou se barrer ou au moins frauder au maximum pour payer, tu vois, pour arrêter de payer. Ça, c'est évident. Ouais. Parfait. Dernier extrait? Oui. Allez, oui, finissons sur quelque chose de rigolo. Ouais. Parce que les gars, comme vous savez, on voulait terminer avec une note positive concernant la bonne utilisation de l'argent public. Une note positive pour les gens qui vivent en banlieue. Si vous vivez en Ile-de-France, alors en Ile-de-France, je vais faire une petite intro. En Ile-de-France, il y a plein de problèmes. Moi, j'ai vécu en Ile-de-France, j'ai travaillé en Ile-de-France. Je sais ce que c'est, je sais ce que vous endurez. Si vous avez Si là, il y a des gens dans le chat qui vivent en Ile-de-France, voilà, l'Ile-de-France, c'est très dur. Hein. C'est certainement la région la plus difficile en France pour vivre parce que c'est la région où il y a il y a énormément de criminalité, il y a énormément d'immigration. C'est terrible. Là, je sais que les transports en commun, c'est horrible. Enfin, c'est extrêmement bouché. Je veux dire, c'est vraiment très, très, très bouché au niveau de la circulation, du trafic. Enfin voilà, le temps, la météo, c'est pas le top, etc. Donc c'est vrai que la région Île-de-France, c'est très dur, mais ça va aller beaucoup mieux parce que maintenant, vous avez quelque chose qui arrive et là, alors là, je comprends pas. Si ça va pas mieux avec ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Vas-y, balance. Ça y est, ils volent. Le câble 1
qui va relier Limeil-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges à Créteil et au métro de la ligne 8 s'est envolé ce matin dans les airs avec ses 105 nouvelles cabines financées à 100% par Île-de-France Mobilité. Alors c'est une infrastructure pour laquelle nous avons travaillé la main dans la main, la région, l'État, le département. L'objectif de ce câble, vous le savez, c'est de franchir tous les obstacles urbains, toutes ces nationales, tous ces ponts, toutes ces routes qu'on ne pouvait pas franchir avec un bus. Et donc c'est 11 000 personnes chaque jour qui entre 5h du matin et 23h30 vont pouvoir prendre toutes les 30 secondes des cabines 100% accessibles. On mettait 40 minutes de Limeil à Créteil, on mettra 18 minutes désormais avec le câble. C'est le plus grand câble urbain d'Europe, 4 km et demi. Donc c'est une petite prouesse et c'est magnifique, vraiment. Là encore, nos compagnons, nos ouvriers, nos industriels ont fait un magnifique travail. On peut être très fiers d'eux. Et bientôt, Transdev ouvrira la ligne. Ce sera le samedi 13 décembre. Retenez bien cette date. Le samedi 13 décembre, vous pourrez monter dans le premier câble d'Île-de-France. Et avec Baptiste, on sera présent pour l'inauguration. On va faire le déplacement. Non mais c'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte ou pas là? Non mais gros, ils ont mis un télécabine au milieu de la banlieue. Mais qui a demandé ça? Mais c'est Mais c'est ça, mec, c'est pas le marché. Non, mais il n'y a pas de besoin. Il y a aucun. Mais non, là oui, mais si, parce que ça passe les ponts et tout. Mais il y a des trains, il y a des. Qu'est-ce qui se passe? Non mais là, non mais. C'est de la folie. Et alors surtout, attendez, je vous explique. 4 km de câble et tout. Hein. Donc attention. Donc, vous voyez les problèmes que vous avez dans les trains. Vous savez, par exemple, les pickpockets, les violeurs, les machins. Donc là, ça va être dans des cabines. Donc là, il y a des meufs, elles vont prendre le télécabine. Aucune. Je vous explique, hein, les femmes blanches ne prennent déjà plus le métro. Donc là, le télécabine, c'est même pas la peine. Hein. Mais vous imaginez, là, vous êtes avec quelqu'un qu'il ne faut pas, vous êtes avec des inconnus pendant 20 minutes, comme ça, en l'air, complètement. Mamadou, 47 ans, au QTF, pendant 40 minutes. Les mecs qui pissent dans les trains, qui chient. Non, mais là. Non, mais. Oh, non, mais. Et surtout, combien de fois ça va tomber en panne? C'est 50-50. 50%. Vous savez le nombre de fois quand on prend le RER, vous savez le nombre de fois où on reste bloqué sur les voies, où tu es en train de circuler et dire, le train est arrêté sur les voies, merci de ne pas descendre. Vous vous rendez compte là en l'air là? Combien de personnes vont rester bloquées? Non, mais la catastrophe que ça va être ce truc. Non, mais. Mec, là t'es en train de nous faire Baptiste Adamus. Hein. C'est sûr et certain qu'on va avoir des infos comme ça. Il n'y a même pas besoin d'être Baptiste Adamus, là, c'est de la folie. Faut être complètement con, mais faut être vraiment complètement con. Ah là là. Pour avoir pensé ce truc-là, bah, il faut être Valérie Pécresse, quoi. Il n'y a que elle. Hein. Pour se dire que ça, c'est une bonne idée. Non, mais sérieux. Combien il a coûté à ton avis, mec? Bah, je sais pas. Déjà, c'est financé entièrement par l'Île-de-France. Donc, pour le coup, pour une fois, c'est pas tous les Français qui ont payé, c'est que les gens qui habitent en Île-de-France. Parce que les créateurs de richesse. Ils sont contents, les gens d'Île-de-France. Ouais, ils sont contents, les gens d'Île-de-France. Hein. Les pauvres. Ils payent déjà pour. Laisse tomber. Combien ça a coûté? Vas-y, dis-moi. 138 millions d'euros. Voilà. Tout simplement. La bagatelle. Ça fait 138 piscines de France 138, putain. 138 millions d'euros pour un truc. Faut compter en piscine de France Télé. 138 piscines de France Télé. Tu sais que la piscine de France Télé, mec, le devis, il était de 250 000 euros initialement. Mais il y a eu des dépassements. Oui, bah, il y a toujours des petits dépassements de devis. C'est bon, tu vois. Ça va. Non, mais les gars, non, mais là, on est sur une blague, hein, franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et en plus, tu sais, c'est très spécifique parce qu'un train, il dessert plein d'arrêts. Un bus, il dessert plein d'arrêts. Pas là. Pas là. Donc, il faut vraiment que vous ayez besoin de faire que ce trajet-là. C'est quoi le trajet déjà? Tu peux me le redire? Putain, je sais plus, c'est Créteil quelque chose. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment que pour les gens qui font ce trajet spécifique. Limeil, ok. Ouais. Limeil Créteil, c'est ultra spécifique. Non mais les gars, bref. Et il nous le dit, Guiacnic dans le chat qui a fait le calcul, on est à 34 millions par kilomètre. Non mais après je sais même pas si c'est cher ou pas cher parce que je sais pas combien ça vaut un téléphérique. Ça doit être de toute façon ça doit être cher parce que généralement quand c'est les trucs publics ça multiplie tout par 10 tu vois. Mais oui, Limeil, il y a les lignes 8, bien sûr. Ah non mais il y a déjà des métros, il y a déjà plein de choses. Mais là, non mais enfin vraiment,
Je ne comprends pas. Et encore une fois, ça, c'est des choses qui sont faites sans demander à personne. C'est ça qui est fou. C'est qu'il n'y a aucun moment où on consulte les franciliens en leur disant « Bon, vous avez envie d'un téléphérique ?» Évidemment que non. Évidemment que non. Il y a 200 millions d'euros de budget excédentaire. Et on va faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on faisait un téléphérique qui faisait Limay-Créteil. Non, mais il y a des tonnes de problèmes en Ile-de-France. Il y a des problèmes avec les poubelles. Il y a des problèmes avec le transport en commun. Il y a des problèmes avec la sécurité et tout. Non, un téléphérique. Mais ne serait-ce que la sécurité, tu fais plus de fric à la police, tu t'embauches 138, 138 millions, t'as de quoi faire, hein, les équipements, les machins, les caméras, Non. Ça fait au moins 138 flics par an. Un télésiège. En incluant tous les frais, les frais annexes. Mais en fait, ce qui est intéressant, mec, c'est que quand c'est le marché, tu sais que ça comble un besoin. Si un entrepreneur, il arrive et il investit dans un transport en commun ou autre, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir un retour sur investissement, il sait qu'il y a des gens qui ont un besoin. Le problème, c'est que là, c'est de l'argent qui n'est pas investi parce qu'il s'en fiche qu'il y ait un retour sur investissement ou pas. C'est un truc qui va probablement perdre de l'argent chaque année. Et c'est le gros problème de tout ce qui est service public. C'est qu'en fait, il détermine arbitrairement des besoins de la population. On pense qu'il y a ce besoin-là, mais on n'en sait rien du tout. Mais d'ailleurs, je sais même pas si c'est... Aujourd'hui, là, je pense même pas qu'il y a ça. Que tu vas pas me dire qu'ils pensent vraiment qu'il y a un besoin. Là, c'est vraiment juste pour faire travailler les potes et tout, obligatoire. Enfin, attends. Et puis, c'est histoire d'être dans le truc, tu vois, de dire, voilà, tu vois, je fais le premier européen, je fais le premier gros truc, tu vois, c'est pour mettre son nom. Elle est pas conne. Enfin, je veux dire, elle est pas toute seule. Tu vas pas me dire que tous les mecs, là, ils sont tous réunis. Il y en a pas un, ils étaient tous là en mode, ah bah ouais. Quand ils sont, genre là, tu vas me dire que tous les mecs, là, du Conseil d'Île-de-France, ils se sont posés autour d'une table, ils ont dit, bon, les gars, qu'est-ce qui manque? On a un gros, on voudrait se lancer dans un gros projet. Qu'est-ce qui manque en Île-de-France? Et ils se sont tous dit, ah ouais, un téléphérique entre Limay et Créteil. En fait, pour reformuler ça, mec, il légitimise ça en disant qu'il comble un besoin. Je sais pas si tu crois ou pas, mais c'est comme ça qu'il légitimise ça. Mais le problème, c'est que le besoin, en fait, il est complètement virtuel. Peu importe, on peut pas savoir s'il est réel ou pas, parce que c'est fait avec de l'argent magique. Bref, c'était bien rigolo. Je pense qu'il va y avoir des histoires d'attouchement sexuel, de trafic si jamais, de drogue. en décembre, là, on va se tenir informé. Puis si vous êtes du coin, allez-y. Allez prendre le téléphérique et dites-nous un peu. Alors, taguez-nous en story. Prenez-le avec des potes. N'allez pas tout seul parce que là, ça peut être très long. Mais voilà, dites-nous. Et puis, une fois que j'attends que les gens qui vont rester coincés pendant 18 heures et tout, tu sais, qui vont faire des malaises. Parce que c'est pareil. Tu fais un malaise dans le truc et tout. Enfin bref, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Il va y avoir des morts. Ça va être exceptionnel. L'année prochaine, elle va nous sortir. L'année prochaine, elle va nous sortir. Maintenant qu'on a le téléphérique, on va créer grâce les plus grosses autotamponneuses d'Europe. Qu'est-ce que vous faites? En fait, la plus grosse piste de ski artificielle du monde qu'on pourrait rejoindre grâce au téléphérique. Voilà, à Sevran. Genre, mais tu sais, il y a toujours à des endroits complètement. À Sevran, on va mettre une piste de ski. T'es là, mais pourquoi? Bref, non, magnifique. En tout cas, Valérie Pécresse, on a manqué de l'avoir en présidente. Ça aurait été une présidente exceptionnelle aussi. Ah oui. Parce que Valérie Pécresse, comme présidente, ça aurait vacciné les Français à vie d'avoir une femme présidente. Donc finalement, ça aurait été bien. Tu sais, ils auraient dit, ah oui, d'accord, carrément. C'est vraiment pas carrément. Genre, tiens, ah bon, donc bon, bah non, alors. On va arrêter alors. Ah ouais, bah elle, ouais, là, c'est magnifique. Bon. Valérie Pécresse présidente. Je pense on devrait l'inviter des fois pour se m'arrêter. Parce que Valérie Pécresse, c'est typiquement la meuf que t'invites à un dîner de con quand même. Et elle en a rien à foutre. Elle est je là. Pense que tu fais un dîner de con. Tu fais un dîner de con. T'as Valérie Pécresse. Toi, t'as la meuf, la mère du 8e là. T'as 2-3 comme ça. Un dîner de con. Ah, tu peux faire du lourd. Ah là, je pense que tu peux te marier. Ouais. Ce serait exceptionnel. Je pense que Valérie Pécresse présidente, ça aurait la conséquence politique, ça aurait été la volonté d'interdire le droit de vote aux femmes. On serait revenu vers une société complètement misogyne. Oui, c'est ça. À la fin, les gars, j'aurais dit bon, plus jamais ça. C'est terminé. Ah merde, on est passé à côté de quelque chose alors. On déconne évidemment. Merci. Est-ce que tu veux terminer là-dessus? Ah ouais, on peut terminer là-dessus. Okay.
Et je te remercie, mec. Je vous remercie à tous. Allez sur nos Patreons. Les liens sont en description. Moi, c'est patreon.com/leguise. J'en profite que vous soyez tous là quand même pour vous partager un petit truc. C'est les petites casquettes du Guise, les gars. Elles sont juste ici. Allez, achetez une petite casquette du Guise. Faites-vous plaisir. Il y a aussi la casquette Radio Dixie. Financer la déjampormanisation de la société. C'est pas facile à dire, la déjampormanovisation. La déjampormanovisation de la société. On déjampormanovise. C'est pas mal. Non, mais moi, slogan, je l'adore. Hein. On n'a pas voulu. Alors, je vous le dis quand même, comme quoi on n'est pas des merdes. Parce que on a eu l'idée à un moment de faire un t-shirt contre la jampormanovisation de la société. Et on s'est dit, on va pas faire d'argent sur le nom d'un mec qui est décédé. Voilà. Donc, on l'a pas fait. Mais ça nous faisait marrer. Voilà. C'est tout. C'est vrai. Mais bon, c'est marrant quand même. Buzz, ouais. Mais je garde quand même comme slogan nouveau slogan de Radio Dixie. Je trouve que c'est très parlant. Ouais, et ça permet de filtrer tous les socialistes marxistes de droite. Oui, et ça filtre aussi les gens qui n'ont pas de second degré. C'est très important, ça. Tu vois, mine. Donc c'est 100%. Donc les casquettes, c'est sur leguise.com, les gars, 25 € la casquette, société offshore, sous le seuil de TVA, donc 0 € sont versés à la putain de République de merde. Faites-vous plaisir. Et encore une fois, merci Baptiste, merci à tout le monde, et puis à la prochaine fois. Ciao les gars. Ciao.